temps, tu me rappelles, hein, t'hésites pas si je suis trop long parce que Ouais, très bien. il y a pas mal de matière. On va essayer de maintenir le temps en faisant participer Valentin sur une partie, Sophie et Michel, une toute petite. Je leur donnerai la parole à ces moments-là. Voilà. Alors, on va attaquer direct. La chose s'appelle le laboratoire du confinement. Au début, j'étais plutôt observatoire, mais laboratoire, ça me semble convenir plus. On a travaillé sur un hashtag qui est confinement jour, donc 1, 2, 3, et aujourd'hui, on est au 35e jour de confinement. Et donc, ce qui est fait simplement, c'est la base du projet, a été l'idée simplement d'aller chercher dans Twitter tous les tweets concernant ce hashtag. Très rapidement, alors on a décidé ça, en gros, j'ai démarré l'expérience une semaine après le début du confinement. Donc, on a quasiment tout, sauf le premier jour, il nous manque un peu. Et puis, assez rapidement, il y a une espèce d'équipe qui s'est mise en place de manière spontanée. J'ai mis quelques noms pour ceux qui sont engagés, disons, dans le traitement d'une manière ou d'une autre, hein. Donc, qui ont commencé à exploiter les données ou qui vont les exploiter. Donc, Sophie Balek, qui est à Amiens, si je ne me trompe pas, à l'université, moi à Nanterre, Mireille Calciu, qui est à Lille, Julien Cloaret, qui est à Toulouse, Mehdi El-Mouklis, qui est aussi à Toulouse, Jean-Fabrice Lebratti, qui est à Lyon, Valentin Messa, qui est un de nos étudiants du Master GDO MOP avec l'École des Mines, Julien Monod, qui est un futur doctorant à Nanterre, Paul Ngobo de Dauphine, et il y en a d'autres, hein, qui ont participé déjà à des réunions, à des développements de manière plus ou moins proche. Donc, on a une bonne douzaine aujourd'hui. Toutes les informations sur mon GitHub. L'idée, aussi une petite expérience de faire la recherche en direct et de publier les résultats, les scripts, tout ce qui est nécessaire en fait est disponible. C'est-à-dire ce que je vais présenter, en principe, n'importe qui est capable de le refaire. C'est ce qu'on appelle de la recherche reproducible, complètement reproductible et complètement open. Voilà pour le contexte. Et donc, on est parti dans l'aventure. Donc, l'aventure, c'est ce hashtag. Il y en a d'autres qui sont en préparation. Sophie est en train de diguer sur le hashtag confinement. Bon, mais avec une petite difficulté, le hashtag confinement tout seul représente 200 000 tweets par jour. Le confinement jour, un peu plus spécifique, lui, ne représente aujourd'hui que 30 000 tweets par jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une collection qui arrive vers les 2 millions de tweets. Notre corpus est donc constitué de ça. Là, je vous présente le process d'étude. Donc, on extrait de manière journalière via une API, via R, qui est notre environnement de travail, ce qui sort. On annote, j'expliquerai ensuite ce qu'est la notation, de différentes manières. Donc, il y a un travail méthodologique important là-dessus. Et puis ensuite, on analyse. Au passage, les questions de données elles deviennent assez importantes. C'est-à-dire qu'en gros, 2 millions de tweets, on ne peut plus tout à fait traiter ça sur une machine même un peu sophistiquée. J'ai 32 gigas de mémoire. Et c'est Michel Calciu qui s'est occupé de paralléliser les calculs qu'on fait tourner sur une machine, une machine de calcul intensif qui est à Lille. Et en gros, on répartit les calculs sur 32, c'est-à-dire 32 machines. Ça, c'est les côtés quincaillerie, etc. Voilà. Alors, si on rentre dans le cœur du sujet, le corpus constitué, vous en avez une représentation ici, hein. Les lignes en bleu, ce sont les retweets. Les lignes en rouge, la ligne en rouge, ce sont les tweets. Et c'est la quantité de tweets et de retweets qu'on capture chaque jour. Vous voyez que la courbe est en dents de scie, c'est absolument normal. La plupart des gens tweetent le jour, plutôt le matin ou l'après-midi, et très peu la nuit. Notre granularité actuellement est à peu près d'1 heure. Donc, on arrive à suivre les tweets d'heure en heure, naturellement, avec un déphasage compte tenu de l'extraction des traitements. Ça veut dire que j'arrive à avoir des résultats à peu près 2 jours après. Je pourrais les faire en 24 heures. Pour avoir une première idée des contenus, de ce qui ressort, hein, c'est ce qui va intéresser tout le monde, vous avez la liste des mots les plus fréquents. Ça a été fait sur un échantillon. C'est Julien Monod qui nous a fabriqué cette représentation. On va la généraliser sur l'ensemble du corpus. Mais simplement pour vous donner une petite idée sur la map, c'est assez clair. Donc, c'est tous les mots, les connexions, c'est les mots qui sont cités assez souvent ensemble, hein, où il y a pas mal de co-occurrences. Je passe sur les détails de représentation, mais ce qui est très clair, le confinement est là.
Vous voyez deux groupes de mots, ici toute une zone ici qui correspond à ce qu'on pourrait appeler au phénomène. Hein. Donc le phénomène crise sanitaire avec ces tensions entre les soignants, le gouvernement, les policiers, les polémiques autour de la chloroquine et surtout le masque. Le masque, on ne l'a pas encore étudié, mais ça risque d'être un de nos objets principaux parce que je pense que toutes les tensions de la crise se cristallisent sur le masque. Donc toute cette région-là, c'est finalement la face institutionnelle du confinement, c'est la cause du confinement, et puis les expressions du confinement, l'expérience individuelle du confinement, elle se retrouve dans toute la zone qui est au-dessus. Vous allez y retrouver des jardins secrets, par exemple ici, la question du jogging et de la circulation, et toutes ces ambiguïtés d'une période bizarre où, alors que nous vivons une crise majeure et globale, on a le sentiment, dans certains endroits, notamment à Paris, d'être dans une espèce de climat paisible et tranquille. Donc voilà une idée un petit peu des contenus. Sur ce qu'on fait, ce qu'on va faire. Avant de me lancer, juste deux mots du contexte, d'un certain contexte théorique. On pourrait croire qu'on est face à quelque chose de nouveau, absolument pas. Les semestres qui se déroulent actuellement sont très bien étudiés par un champ qui s'appelle le disaster management, donc désastre, qui est une discipline qui n'est pas la discipline une discipline des sciences de gestion. Je pense que les sciences de gestion ont complètement oublié la possibilité de désastres majeurs, ne s'y intéressent pas ou très peu. J'ai relevé un article de 2007 de collègues des mines qui justement traitait de cette question. C'est quelque chose qui s'est développé aux frontières de l'aide humanitaire, de l'intervention d'urgence, le pivot dans l'affaire et la Croix-Rouge. Je ne vais pas développer plus là-dessus, mais ce qui est assez intéressant dans cette littérature, c'est qu'elle met l'accent depuis longtemps, hein, c'est-à-dire 15 ans, 20 ans, 30 ans, sur trois choses. La chose principale, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'atténuation des catastrophes ou des désastres sans qu'il y ait de participation des populations concernées. Donc la question du degré de participation à l'atténuation, mitigation en anglais, est quelque chose d'absolument capital. Simplement aujourd'hui le respect des règles barrières. Hein. La deuxième chose, on en parle un peu plus, mais souvent mal, parce que le concept s'est complètement dénaturé avec des gens comme Boris Cyrulnik, c'est tout simplement la capacité de rebond psychologique qu'on appelle résilience, mais c'est un mot que je n'aime pas employer, tout simplement parce qu'il s'est complètement appauvri dans les commentateurs à droite, à gauche. Donc, capacité de rebond psychologique me semble quand même beaucoup plus intéressante. Et puis, l'état de préparation des populations. Donc, ce sont les trois variables clés. Donc ça nous donne une certaine perspective et c'est vers ces choses-là qu'on va se tourner pour exploiter nos données. La deuxième concept qui vient de ce domaine, c'est tout simplement une hypothèse de cycle de vie du désastre, hein, avec une présomption d'être associé à des réponses émotionnelles plus ou moins fortes, hein, réponses faibles, réponses fortes, et on aurait certaines phases. Donc aujourd'hui, on est clairement, quand on est à Paris et qu'on sort dans la rue à 20h, on est dans la phase d'héroïsation. On a héroïsé nos soignants. Vous avez peut-être vu ce matin la vidéo ultra virale qui a circulé d'un infirmier qui bloque les espèces de rednecks américains. Ça correspond parfaitement à ça, une phase de lune de miel ensuite, puis on va rentrer, je pense, assez rapidement dans à peu près 2 semaines, puisqu'aujourd'hui on a un horizon et qu'après l'horizon, il y en aura plus beaucoup d'autres, sauf celui d'une crise économique majeure. Je conseille à tout le monde de lire l'article de Dominique Strauss-Kahn. C'est l'article le plus brillant que j'ai lu sur la synthèse des problèmes économiques du monde, hein, et ainsi de suite. Donc ça va nous servir aussi de ligne de réflexion. Voilà, j'en finis avec le cadrage, mais ce cadrage va être pour nous assez important d'un point de vue, on va dire, intellectuel, hein, de bien situer dans un champ qu'on connaît et sur la base d'expériences qui ont déjà été vécues. Alors, si on rentre dans le dur, hein, dans quelques résultats,
notre cible principale, c'est effectivement de faire ce qui maintenant est traditionnel en marketing, en tout cas du côté du marketing fait par les informaticiens, c'est l'analyse classique maintenant du sentiment. Alors, l'évolution, vous la voyez ici, elle est exprimée en termes de jours. J'aurai peut-être des représentations plus précises. Ce qui est assez extraordinaire, c'est la stabilité. Il n'y a pas réellement de variation très forte de niveau de sentiment dans les tweets qui sont proposés. C'est une chose assez intrigante qu'il faudra examiner de plus près par la suite. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, on est face à ce qu'on appelle des séries stationnaires. Chose très importante, là c'est un petit apport je pense du projet, on n'utilise pas un seul indicateur du sentiment. Là aujourd'hui on utilise 3 outils, donc 3 dictionnaires, dont un contient aussi non seulement des indicateurs de valence, positifs, négatifs, mais contient aussi des indications émotionnelles, donc les 8 émotions de base de Plutchik. Vous devez en apercevoir certains, le dégoût, la peur, etc., etc. Et ce qui est intéressant ici, on fait une sorte de méta-analyse. J'ai même été jusqu'à faire des analyses factorielles, comme si je traitais des échelles classiques, sauf qu'on a beaucoup de monde. Là, c'est 250 000 observations. Et on se rend compte d'une chose assez extraordinaire, c'est qu'il y a convergence des instruments. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que chacun des instruments tout seul n'est pas de bonne qualité, mais pris tous ensemble, ils nous permettent de fabriquer un index assez synthétique. Mais la chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas de corrélation ou très peu de corrélation entre les valences positives et négatives, qui sont indépendantes. Alors là-dessus, il va falloir réfléchir, travailler. L'idée, par exemple, de faire la moyenne des positifs et des négatifs est purement et simplement mauvaise. En fait, on exprime à la fois des sentiments négatifs et des sentiments positifs. On va le voir dans un instant. Donc, cette échelle du sentiment, c'est très bien. Le suivre dans le temps, c'est bien, sauf qu'on ne voit pas beaucoup d'évolution. Là où ce type de série va être intéressante, c'est pour pouvoir tester, par exemple, certains événements. Alors, je me suis amusé à le faire sur le discours du 13 mars du président Macron. Comment évaluer l'impact du discours sur les sentiments qui ont suivi dans les heures suivantes. Je ne vais pas dire que c'est simple, là ça devient un petit peu technique, mais on va utiliser une méthode économétrique de contrefactuel. C'est-à-dire l'idée, on va simplement chercher à calculer le sentiment qui va être produit dans les heures prochaines, après l'événement, sur la base de l'historique, donc de la série chronologique qu'on a. Donc, on fait cette prédiction. La prédiction, vous l'avez ici. Donc, ça, c'est mon sentiment positif. J'ai pris que le positif. Et compte tenu de la série, j'estime un modèle qui est un modèle ARIMA. Pour les techniciens, vous en avez les paramètres ici. Donc, c'est un modèle autorégressif d'ordre 1 et une moyenne mobile d'ordre 2. C'est celui qui s'ajuste le plus. Et vous en voyez ici la courbe en rouge, c'est mon modèle. Et la courbe en noir, c'est les observations. Donc, on n'est pas si mal. On suit assez bien les variations du sentiment avec le modèle. Et ça me permet de prédire ce qui va se passer dans le futur. Et là, le futur, c'est le discours d'après Macron. Et ce qui me permet de tester maintenant l'effet du discours. Donc, je le teste comment ? Je vais calculer mes prédictions. Donc, ça, c'est la ligne. Les prédictions, c'est la ligne en marron. La couleur technique, c'est gold, mais ça ne se voit pas. Je regarde quelles sont les observations, c'est la ligne en bleu. On calcule les différences et les différences sont présumées être l'effet du discours de Macron. Pour mieux représenter ça, cette courbe ici, c'est l'effet cumulé. Et on va se rendre compte ici, par exemple, d'un phénomène assez intéressant, c'est que le discours se fait le 13 au soir. Le lendemain, la réponse est quasiment flat. Et l'effet sur le sentiment positif ne va se produire que 24 heures après et va s'accumuler pendant à peu près 1, 2, 3 journées. Au bout de 3 jours, on a complètement perdu le bénéfice de cet accroissement et on revient à la zone normale. Bon, au passage, la nouvelle qui a été la plus marquante qu'a amené Macron, c'est celle… alors, il ne l'a pas amené de suite, mais quelques jours après, en disant que les vieux ne seraient pas confinés de manière discriminatoire. Mes parents qui ont 80 ans ont réagi de manière parfaitement forte à cette nouvelle et qui s'est faite effectivement autour du 17.
Du côté du négatif, on voit la même chose, mais avec un décalage. C'est-à-dire que la réaction négative a pris 2 jours pour pouvoir commencer à se manifester. Effectivement, les contestataires de l'action gouvernementale ont dû réfléchir un petit peu plus pour adapter leur réponse à la proposition du discours. J'arrête là-dessus, il y a beaucoup à discuter sur ce genre de choses, mais c'est l'esquisse de la méthode pour essayer de voir comment certains événements vont pouvoir impacter sur la série chronologique. Alors, ceci dit, il y a quand même des difficultés. Là, quand je le fais sur un espace de 48, 72, 96 heures. Je préfère raisonner en heures. Naturellement, après le discours de Macron, il y a d'autres événements qui sont arrivés, ne serait-ce que les annonces du nombre de morts quotidiens. On commence peut-être à s'habituer à avoir 2 avions qui s'écrasent par jour, mais ça fait quand même beaucoup et ça peut peser sur le moral. Donc ça, c'est un type de travail qu'on veut engager qui est effectivement essayer de voir comment on peut modéliser l'impact d'événements sur notre série de sentiments. Autre chose assez intéressante qu'on commence à avoir, c'est dans un autre registre, c'est de comparer les tweetos. Alors, le corpus sur lequel je travaille, il y a à peu près 300 000 tweets, je dis bien tweets, c'est-à-dire qu'on, pour l'instant, pour des raisons de calcul, on préfère concentrer l'analyse sur les tweets primaires, c'est-à-dire toutes les formes de tweets dans lesquelles quelqu'un a rédigé ou a mis un élément d'information, ne serait-ce qu'un émoticône. Donc, ce sont les quotes, ce sont les replies et ce sont les tweets. J'élimine les retweets qui constituent 80% du corpus, qu'on réanalysera par la suite, mais dans une autre perspective. Je me suis concentré donc sur les 300 000 tweets, en me posant la question, qui les produit? Alors, qui les produit? Déjà une vision quantitative. Cette barre-là horizontale, alors, pour générer 300 000 tweets, il faut 74 000 tweetos. Et parmi ces 74 000 tweetos, plus de la moitié, 40 000, près de 50 000, n'ont posté qu'une seule fois. Là, vous avez ceux qui ont posté 2 fois et ceux qui ont posté plus. Donc, on a une asymétrie extrêmement forte. On retrouve notre bonne vieille règle des 20-80. 25% des tweetos, un quart de nos tweetos génèrent 80% du contenu qui, naturellement, ensuite va être plus ou moins retweeté. Alors ça, c'est assez intéressant parce que dans la vision des réseaux sociaux, on pense saisir et capter l'humeur du temps. En réalité, on ne fait que capter uniquement l'humeur de la minorité active qui est engagée dans la production de ce type de tweet. Alors, si on va un petit peu plus loin, la représentation, vous l'avez là. J'ai simplement fait 4 classes de tweetos, ceux qui font des tweets ponctuels, ceux qui récidivent 1, 2 ou 3 fois, c'est-à-dire qui utilisent le hashtag confinement jour 1, 2 ou 3 fois, ceux qui le font de 20 à 30 fois, je les ai appelés les fidèles, on va dire qu'ils sont fidèles au hashtag. Et là, les super posters, c'est une façon gentille pour ne pas parler des trolls et éventuellement de certains qui auraient des intentions malignes qui pourraient se faire. Mais cette minorité-là, une fraction, 1%, à elle seule génère un quart des posts produits. Vous avez les quantités ici. Et si je m'amuse à comparer les profils de tweetos en termes de sentiments, là, j'obtiens quelque chose d'assez intéressant. Ce qu'on obtient, c'est que tout simplement, le sentiment, qu'il soit positif ou négatif, sera d'autant plus affirmé que les gens tweetent beaucoup. Alors, on peut se poser des questions là-dessus, avoir différentes hypothèses. Il y a une première hypothèse qui est une hypothèse de compétence. Ceux qui tweetent souvent manient mieux le langage et choisissent mieux leurs mots pour avoir le plus d'impact et choisissent des mots qui, effectivement, ont des valeurs de valence assez élevées. Mais, deuxième chose, on a ici un petit écart extrêmement net entre le comportement pour les superposteurs. On se rend compte que s'ils produisent des contenus beaucoup plus négatifs que les fidèles, qui produisent déjà beaucoup, par contre, en termes de positivité, ils ne le sont plus. En fait, ces superposteurs sont en quelque sorte les oiseaux de mauvais augure. Ce sont eux qui multiplient les tweets plutôt négatifs et déforment en quelque sorte le gazouillement
de la population, on va dire, normale. Donc, il y a des risques ici. Ceux qui pensent à la désinfo, etc., on a un sujet extrêmement intéressant. Je fais la même chose exactement, de la même manière. Alors là, ça vous donne des idées sur ce que j'ai appelé la notation. Ma fenêtre, le BTP se remet en marche à côté de chez moi. Donc ici, dans les deux graphiques, ce que vous avez, c'est exactement la même chose, mais on va comparer d'autres choses que le sentiment. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué la notion d'annotation. Ça veut dire quoi, une annotation? Une annotation, ça veut dire être capable de prendre un texte et de lui ajouter un certain nombre de variables et de caractéristiques qui décrivent ce texte. Dans le schéma de gauche, ce qu'on décrit, j'utilise un outil qui s'appelle le LIUC, Language Inquiry and Word Counting. C'est un psychologue qui s'appelle Pena Baker qui a construit cet outil. Et là, par exemple, ça me permet d'identifier la densité avec laquelle les locuteurs parlent à la première personne du singulier, le je, ou à la première personne du pluriel, le nous, qui est beaucoup moins fréquent, et encore beaucoup moins fréquent, le nous, et encore le nous est le moins fréquent, et le vous. Alors, vous voyez, par exemple, je ne vais pas détailler l'ensemble, mais sur le jeu qui baisse au fur et à mesure que les gens postent, que les tweetos sont des posteurs importants, est un très bon indice pour pouvoir déceler le style de discours qui est produit. Là, simplement, les gens qui postent une fois vont répondre de manière épidermique et en leur propre nom, plutôt que de produire un discours qui est le discours des superposteurs, qui est un discours, on va dire, qui est en quelque sorte neutralisé et impersonnel. Bon, vous avez la même chose ici, là, ce qu'on appelle des indicateurs topicaux. Vous voyez les catégories, famille, amis, humain, corps, alimentation, santé, sexualité. J'en ai pris un petit échantillon. Ce sont des indicateurs qui me permettent de savoir dans quelle mesure les contenus parlent de santé, de sexualité, etc. Bon, la chose intéressante ici, vous voyez qu'au fur et à mesure, plus on poste et moins on poste sur des sujets personnels et plus on va poster autour de la question de la santé qui reste quand même le problème clé. Donc, autre exemple. Alors, des indicateurs comme ça, aujourd'hui, on en fabrique 80, à peu près 80 avec le LIUC, j'ai une quinzaine avec l'analyse du sentiment. On est en train d'enrichir avec des indicateurs plus spécifiques qu'on va construire nous-mêmes et avec une chose importante, Sophie en dira un mot, les émoticônes qui ont un rôle capital dans le discours, mais que l'on sait traiter. L'idée finale, hein, l'aboutissement pas du projet, mais la chose, c'est de fabriquer ce type de map. Donc, les couleurs représentent la corrélation. Ici, on a les domaines que vous avez aperçus tout à l'heure. Ici, les sentiments. Donc, on peut essayer de voir si certains domaines sont associés à des sentiments positifs ou négatifs. Bon, vous voyez qu'ici, l'élément clé, c'est la santé, qui est systématiquement associé à tous les indicateurs de sentiments négatifs. Hein. Les amis sont plutôt associés à du positif. Il y a neutralité totale avec le négatif. La notion de famille et d'humain, même si c'est très clair, c'est intéressant, on voit toutes les ambiguïtés. Le confinement en famille, ce n'est pas forcément l'idéal. C'est associé aussi bien, même si c'est léger, avec des sentiments négatifs qu'avec des sentiments positifs. Même chose pour l'humain en général. Alors, voilà à peu près pour l'essentiel sur le cœur du projet qui est en fait d'annoter un énorme corpus avec des mesures multiples qui permettent de quantifier le discours et après d'injecter ces données dans des modèles plus quantitatifs. Bon, il y a toute une série de petits projets qui sont en train de se mettre en développement. J'en évoque juste quelques-uns. Alors, est-ce que Sophie m'entend? Est-ce qu'elle peut prendre la parole sur les émojis? Oui, bonjour tout le monde. Voilà, je demanderai la même chose à Valentin sur la vectorisation. Et puis, selon ceux qui sont là, on verra pour la suite, mais je n'ai pas mis d'éléments encore. Je te laisse la parole, Sophie. Oui, alors au niveau des emojis, déjà ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc les extraire des tweets et on peut constater qu'il y a seulement une minorité de tweets qui n'en contiennent pas. Donc c'est vraiment un mode d'expression très prisé et très intéressant à analyser puisque ça nous donne des informations visuellement assez claires.
Un premier sujet sur lequel on essaye d'avancer, c'est d'essayer de faire des typologies de l'utilisation des emojis, parce qu'il n'est pas certain qu'elles soient toutes utilisées en même temps. Et pour l'instant, on peut constater qu'on a trois types d'emojis qui sont les plus prisés, qu'on peut voir là sur le graphique. Le rire jusqu'aux larmes, les larmes toutes seules, hein, de la désolation, comme c'est écrit juste en dessous, et puis le côté intellectuel, réflexif. Voilà. Donc ça, c'est une première piste pour essayer de segmenter un peu les posts en fonction des emojis qui sont utilisés, voir s'il y a vraiment des thématiques qui vont ressortir associées à ces emojis. Sinon, comme premier résultat qu'on peut observer, c'est ceux qui sont le plus employés, le plus utilisés, donc sur la période du 17 mars au 15 avril. Donc, c'est le graphique de gauche. Donc, on peut voir que celui qui a été le plus utilisé, c'est celui qui rit jusqu'aux larmes. Mais on voit également apparaître le masque, le cœur aussi, la France, le drapeau français est très utilisé aussi, les applaudissements et le scepticisme. Et voilà, ce genre de choses. Et donc sur la droite, c'est l'évolution temporelle de l'utilisation de ces graphiques. Donc on a les mêmes couleurs qui sont associées aux mêmes emojis. La ligne la plus haute étant celui qui est le plus utilisé, qui rit aux larmes. On peut voir que depuis fin mars, cet emoji quand même diminue fortement dans son utilisation. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que depuis la dernière prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est le scepticisme qui remonte très très fortement, ce qui avait déjà été le cas après le discours du mois de mars. Donc là, on a des choses qui peuvent être assez intéressantes à voir si dans le temps, il continue de grandir ou ça s'arrête aussi, ça reste un effet temporaire d'événements extérieurs. Ce que l'on peut faire également avec les emojis, c'est associer des sentiments avec les emojis. Donc ça, c'est un projet qui a été réalisé par d'autres gens qui ont réalisé donc un dictionnaire du sentiment exprimé dans les emojis. Et en utilisant ce dictionnaire, on peut donc représenter le sentiment moyen. Là, c'est le sentiment moyen exprimé donc dans les tweets toujours sur la même période, du 17 mars au 15 avril. Et donc, là, l'idée, c'est que plus c'est en bas, moins le sentiment est positif, et plus c'est élevé, plus le sentiment exprimé est positif. Et donc, on peut voir qu'à nouveau, on a une petite tendance vers la baisse, quoi. En clair, là, ce qui est clair, c'est qu'avec les emojis, on voit très clairement une rupture. Il y a eu les 15 premiers jours du sentiment qui ont été pris à la rigolade, et maintenant, les gens ne rigolent plus du tout, quoi, hein, c'est ça, hein. Voilà. Alors, là, une des idées autour des emojis, c'est que nous, on va les transformer en mots pour les considérer comme des mots comme les autres dans des procédures standards. Donc, pouvoir mélanger à la fois du symbolique, du lexical, et je ne l'ai pas détaillé ici, mais on travaille aussi naturellement au niveau syntaxique. Valentin, en quelques mots, expliquez ce qu'on fait avec la vectorisation. Oui, très, très simple, très rapide. Alors en fait, avec la vectorisation ici, on n'a plus qu'un algo de machine learning qui va en fait lire notre corpus et établir une représentation vectorielle des différents mots qu'on va y retrouver. Et l'avantage de transformer les mots en vecteurs, c'est qu'on peut les manipuler, on peut les associer, on peut les comparer, voir lesquels sont les plus proches. Et de fil en aiguille, on va être capable de créer des concepts par association de mots et donc de vecteurs, et on va pouvoir voir se détacher quels vont être les mots les plus proches de ces concepts. Alors, pour être un peu plus clair et pour vous donner un exemple, ici, on a fait un concept assez brut de solidarité, en associant deux vecteurs, celui de lutte et celui de solidarité. Et sur le graphe, on y trouve je ne sais pas combien on en a mis, mais en tout cas, les mots les plus proches de ce vecteur concept de solidarité. Alors, on a fait l'étude là, je crois que c'était assez tôt dans le confinement, mais ce qui ressort ici, c'est que les mots que les gens utilisent autour de la solidarité, eh bien, on va retrouver beaucoup tout ce qui va toucher au personnel soignant. Donc, il y a le soutien personnel, il y a l'applaudissement des 20 heures, il y a sauver les malades atteints, etc.
Et donc, ce qu'on va faire prochainement, c'est multiplier les concepts, s'attacher à, par exemple, trouver le concept lié à l'ennui en associant plusieurs mots. Pareil pour l'approvisionnement dans les supermarchés, ce genre de choses. Et dans un troisième temps, ce qu'on fera, ce sera d'essayer de voir pour un tweet donné comment il va se comparer à l'ensemble de ces concepts qu'on aura définis et essayer de donner un score à chaque tweet selon chaque concept. Voilà. Parfait, Valentin. Ben, j'ai déjà fini. Ben, voilà, c'est à peu près fini. Il y avait d'autres choses. Alors, si sur les autres projets, j'en dis deux mots. Traitement de la photogrammétrie. Alors, ça, c'est des essais qui sont faits par je me confonds. Par Julien. Julien Cloirec, je me confondais avec l'autre Julien. Donc, Julien utilise des techniques d'analyse d'image, donc de photogrammétrie. Alors, il a réussi à mettre en place un process où il récupère les images de Twitter via les URL. Donc, c'est bravo pour la performance. Et une fois ces images récupérées, elles sont analysées en termes de contraste, de couleurs, de caractéristiques de ce genre et quantifiées. Donc, il y a l'idée de savoir comment on peut exploiter ces informations. Je peux peut-être partager mon écran 10 secondes pour montrer un exemple. Donc là, par exemple, c'est un échantillon juste de 4 images. Et pour ces 4 images, on peut calculer 4 scores, le contraste dans l'image. Donc on peut voir par exemple que quand le contraste de la dernière image, là, c'est-à-dire qu'il y a très peu de différence en termes de couleur, ben, le score est ici de 17. Par contre, sur le dessin, il y a beaucoup de couleurs, donc le contraste est de 33. Donc on a une augmentation, une différence. Pareil pour la complexité de l'image, c'est-à-dire à quel point il y aura le plus d'arêtes, de silhouettes, etc. Donc il y en a beaucoup pour des personnages, au-dessus de 50, tandis que pour le texte, on est en dessous de 30. Ensuite, il y a aussi l'autosimilarité, c'est-à-dire est-ce que dans la même image, il y a un motif qui se répète. Donc plus on est proche de 0, plus ce motif est vrai. Donc si on regarde la dernière image, on a un score qui est très proche de 0 parce qu'on voit qu'il y a une couleur unie, des petits ronds qui se répètent, etc. Et enfin, la symétrie dans l'image. Donc on voit ici que pour PPDH et les guignols, l'image est très symétrique, donc un score de 0,5, tandis que sur l'image avec les policiers qui tient la jeune fille, il y a peu de symétrie, donc le score est plus faible. Donc voilà, c'est un des exemples qu'on a pour traiter automatiquement toute une banque d'images. Donc, traitement de la photogrammétrie, on a vu, c'est bien. Donc, la question du tagage des images. Donc là, il y a déjà des effets qui sont faits, des essais qui sont faits par Mehdi. On n'a pas trouvé encore de choses tout à fait convaincantes. Il va falloir qu'on passe le gros braquet et sans doute utiliser les ressources de TensorFlow. On va laisser ça pour les questions et éventuellement trouver des modèles pré-entraînés qui nous permettraient d'avoir des choses. Par exemple, ce que Mehdi est capable de faire déjà, c'est de récupérer le texte qui est dans des images. Donc là, la première image que je vous ai montrée, c'était une capture d'écran d'un tweet. Et ben, Mehdi peut récupérer le texte dans cette capture d'écran pour ensuite l'ajouter au texte du tweet pour renforcer l'information. Voilà. Alors après, bon, j'ai mis un dernier point, analyse du herding. Là, on est moins dans les sujets techniques de comment on fait pour obtenir telle information, mais plutôt comment on exploite une information pour comprendre les comportements. Ça, c'est un peu l'idée de ce que Paul Ngobo souhaiterait faire. Il y a eu un très bel article dans le Journal of Marketing qui est sorti en octobre là-dessus. L'idée, c'est que les contenus qui sont produits sur les réseaux sociaux sont dépendants des produits qui ont déjà été contenus. En quelque sorte, il y a des phénomènes d'autocorrélation. Donc, le herding, c'est le comportement moutonnier et c'est simplement les phénomènes d'imitation et de contagion qu'on voit dans les réseaux. On aimerait bien pouvoir en apprécier l'ampleur. Voilà, simplement. Je crois que j'ai fini pour la présentation. Il y a plein de détails, il y a plein de choses encore à dire, mais là, je crois qu'on aura déjà fait un bon essentiel. Merci Christophe. Tu peux te mettre simplement sur le slide de fin te concernant et on va continuer là-dessus. Il y a un certain nombre de questions. Je vais laisser le temps à Christophe de… Non, voilà celui-là. Je vais laisser le temps à Christophe d'y jeter un œil. Mais peut-être que d'ores et déjà… vous avez des questions, si tel est le cas, vous connaissez le principe, vous unmutez
Et vous prenez la parole, bien évidemment, et le tout nous permettra de continuer sur l'échange qui était le propos du jour, effectivement, aujourd'hui. Je résumerai ensuite. On a, pour ceux qui, officiellement, encore une quinzaine de minutes, donc allez-y. Merci, Christophe. Alors, j'ai une question. La méthode en place, quelles sont les tendances identifiées chez nos concitoyens à l'égard de la parole politique au travers d'autres sujets? Je crois que ça a été en partie couvert. Je peux quand même répondre rapidement. Aujourd'hui, on n'a pas encore été chercher cette dimension-là, donc c'est une très bonne suggestion. Ouais. Ensuite, on va être un petit peu prudent sur le mot concitoyen, même si c'est beaucoup de monde, 74 000 personnes qui parlent, même s'ils produisent beaucoup, 300 000 tweets, il y a toutes les raisons de penser qu'ils ne représentent pas les citoyens moyens. Hein. Les réseaux sociaux ne représentent jamais les citoyens moyens. Il faut être absolument clair là-dessus. On ne sait pas ce qui est produit par les réseaux sociaux, clairement. C'est une espèce de mélasse assez infâme où des groupes d'action s'affrontent, ont des capacités d'enrôlement plus ou moins grandes et des interactions qui sont mystérieuses. Le premier objet de recherche pour moi, c'est celui-là, c'est comment une parole publique se construit dans ces interactions. Mais les réseaux sociaux, globalement, le parti pris méthodologique et empirique, il est clair, ils sont une déformation totale de l'opinion publique. Ils ne représentent en rien l'opinion publique. Très bien. J'ai une question. Ils ont un effet, hein, ceci dit, attention, ils ont un effet, mais en tant que discours collectif construit par un agrégat de gens hyperactivistes. Hein, je vous ai dit, moins de 1% génère un quart des contenus. De gens qui sont engagés à l'égard, par exemple, du hashtag et dans des postures extrêmement différentes. Donc, il faut être très, très prudent quand on analyse ce genre de matériel. Merci, Christophe. Il y a d'autres questions qui sont apparues, en particulier des questions d'ordre technique, je crois. Une qui avait été évoquée par Eric. Pourquoi transformer les emojis en mots et plutôt pas de le considérer comme simplement pour une question technique, c'est que c'est un recodage en fait. Hein. Un emoji, c'est un symbole qu'on utilise le symbole dans sa forme graphique ou le symbole dans une forme alphanumérique ne change rien du tout à l'affaire. Par contre, en le transformant en mots, sous la forme d'une chaîne de caractères, ça va nous permettre de les vectoriser de la même manière que les mots. Et pour ceux qui ont été observateurs, vous avez remarqué qu'en fait, on ne travaille pas sur les mots. Hein. On travaille sur ce qu'on appelle des n-grammes, donc sur des séquences de mots. 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots, pour autant qu'ils apparaissent statistiquement de manière régulière. Ce qui est traité, c'est plus des expressions que des mots au sens courant du terme. Donc l'idée simplement, c'est de pouvoir enrichir le vocabulaire, donc un vocabulaire lexical, on va dire à peu près classique, l'enrichir d'un vocabulaire symbolique. Donc c'est vraiment technique, ça permettra en fait de pouvoir vectoriser ça de la même manière et donc de pouvoir travailler sur un contenu qui est aussi bien symbolique que verbal. Très bien. Il y a une question qui a été posée à 2 reprises, c'est quid de la capacité d'étendre ça, non pas bien évidemment au contexte qui est particulier, le politique et la situation qu'on vit, mais bien évidemment l'entreprise, les marques. Oui, alors là, je pense que ça pose aucun problème. Ce qu'on est en train de faire, c'est on utilise des outils quand même relativement standards, même s'ils ne sont pas forcément largement diffusés ni dans notre communauté académique, ni naturellement dans la communauté professionnelle. Mais oui, bien sûr. Moi, j'avais fait une expérience du même type il n'y a pas très longtemps sur le boycott d'Amazon par attaque, même procédé. Donc, on peut absolument généraliser pour le tout. La limite, elle est quand même technique. Là, le retour d'expérience, il est intéressant, c'est qu'on arrive vite aux limites de l'informatique personnelle. Très vite. Donc, au-delà, si une boîte a envie de faire ce genre de truc, elle a intérêt à s'équiper. Voilà.
Donc, ça veut dire accès à des calculateurs, ou si ce n'est pas des calculateurs scientifiques, au moins des machines très puissantes avec du NVIDIA, etc., etc. Mais là, on est vraiment dans le monde de la data science. Hein. Et apparemment, je pense que ça doit répondre en partie à la question de Dylan, qui est entre guillemets chez… Oui, je vois la question de Dylan. Dans un avenir proche, oui, vous me proposez le truc, en 2 mois, on vous le fait. Voilà. Mais après, il faudra des moyens techniques. J'ai vu de la même façon que la question d'Eric, en particulier, effectivement, très bon champ d'application, dans quelle mesure on peut appliquer le corpus et essayer de comprendre et d'expliquer les variations de la valeur des actions dans le CAC. Effectivement. Oh ben ça, c'est quelque chose qui se fait maintenant assez couramment. Hein. Oui. Mes collègues économistes sont à fond là-dessus actuellement. À Nanterre, par exemple. Donc, effectivement, c'est une recherche très claire du côté des économistes d'utiliser d'autres matériaux que les séries statistiques pour effectivement ce type de problème. Bon, le 440, maintenant, c'est un truc un peu insulaire, mais j'ai un doctorant dans mon école doctorale qui, lui, travaille là-dessus. Il travaille sur les discours des banques centrales et l'impact sur les marchés financiers. Très bien. Donc, je dirais que tout ça, disons en clair, aujourd'hui, on dispose des outils depuis 4 ou 5 ans, peut-être un peu plus hein, pour certains. On a, disons, dans la communauté marketing, totalement sous-estimé ce type de technique. Donc, aujourd'hui, c'est des choses qui sont faites assez couramment par les informaticiens. Là, je vois une équipe qui est à Grenoble, qui est assez active là-dessus. Voilà. Ce qui est la véritable difficulté, je vais revenir, ce n'est pas au niveau technique, c'est au niveau du sens et au niveau de la méthodologie. C'est pour répondre à la question, toujours à la question de Dylan, hein, par exemple. Effectivement, il est très intéressant et important de corréler ce genre d'indicateurs avec les indicateurs d'enquête traditionnels. Il va falloir calibrer. Ça, c'est une chose qui est assez importante. Et avoir une connaissance de ce type de données qui ne se comportent pas du tout comme des données de questionnaire. Merci Christophe. Très bien. Donc, on va considérer qu'il n'y a plus de questions. De toute façon, l'ensemble du contenu sera remis à disposition. On vous fera passer un petit lien vers à la fois l'échange vidéo, mais également, avec l'accord de Christophe, quelques slides à titre de référence. Le projet est ouvert, donc je vous invite à vous rapprocher du laboratoire de confinement et de Christophe en particulier. Et par rapport à ça, le confinement et la période dans laquelle qu'on vit ont donné lieu, on va dire, à un certain nombre d'échanges, et en particulier lorsqu'on a un peu de temps, c'est le cas de tout le monde aujourd'hui, au-delà du travail, c'est de se poser des questions sur les bonnes questions qu'il faudrait se poser. Et je vais demander à Christophe de passer à la slide suivante. Oui, j'en profite pour répondre, je vois une petite remarque de Florence Lagrange sur l'introduction, l'intégration de la voix du client, enfin de ce qu'ils disent. Ça ne nous pose pas de problème. Là, la particularité, c'est que notre matériel textuel fonctionne avec des données de réseau social faciles à obtenir, c'est le cas de Twitter, mais dans mon esprit, ce type de méthode est fait aussi pour des enquêtes de type classique, mais au lieu d'avoir des questions fermées, de travailler avec des questions ouvertes. Et là, c'est très, très, très efficace. C'est beaucoup mieux qu'un questionnaire, à mon sens. L'avenir n'est plus dans les questionnaires de type fermé. On en fera, bien sûr, hein, et on en a besoin. Mais on a des possibilités d'exploitation de n'importe quel contenu textuel qui sont très, très riches. Donc, moi, j'imagine bien des entretiens conduits même par téléphone, avec transcription automatique, et le contenu, ce sera du corpus comme un autre. Voilà. Merci Christophe. Donc effectivement, le point important, c'est pour ça que ça me semblait intéressant de partager, tout ça, c'est de l'open source. Donc bien évidemment, il y a du travail de mise en forme.
qui a été mis en place. Le champ d'application ici, effectivement, c'était les tweets disponibles sur Twitter. Bien évidemment, le matériau en tant que tel, c'est du texte et donc peut être appliqué à tout autre type de problématique. Il y a des questions qui ont été posées sur d'autres champs plus humanistes, sociaux, bien évidemment, mais bien évidemment au champ d'entreprise et la marque en particulier. Alors, ce qui m'amène en fait, et c'est plus parce que ça m'a été demandé en fait, je vous invite aussi, je vous ferai passer un petit mail pour avoir des retours, mais plus pour orienter le contenu et le futur contenu. On est dans une période où en fait beaucoup de choses sont dites, à tort ou à raison, où on est inondé de chiffres et en étant, on va dire, certes statisticien de formation, mais au-delà de ça, on assiste véritablement à un climat d'anxiogénité qui est posé par la manipulation des chiffres et l'émotion que ces chiffres peuvent susciter. Donc, par rapport à ça, il y a un certain nombre de choses qui sont assez classiques en matière de recherche, qui valent la peine d'être exposées. C'est pour ça que dès jeudi, et je le remercie par avance, c'est Eric Vernet de Toulouse School of Management qui viendra exposer en fait quelques réflexions sur le sujet et donnera exactement le même type d'échange, en tout cas on l'espère, je n'en doute pas. Ce n'est pas un projet de recherche, c'est plus un partage, on va dire, pour remettre les choses à leur place. Et donc, Eric sera avec nous donc jeudi 23 à partir de 16h30. On vous enverra, je vous enverrai un petit lien si vous voulez, encore une fois, participer au tout. Voilà. On arrive vraiment à la fin de la réunion. On s'était consacré 1 heure et c'est largement suffisant, je pense, même si on a été plus long dans la présentation, mais le contenu en valait certainement la peine. S'il y a des dernières questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Christophe est bien évidemment joignable. Et au-delà de ça, je vous invite à partager très largement Coffee and Learn. Le propos est d'en faire un événement régulier, ouvert, où les gens viennent partager sur l'actualité du moment, par rapport à l'utilité qu'elles peuvent avoir dans l'entreprise en général, mais en proposant pourquoi pas également des points de vue sur l'évolution de la société. Voilà. Si vous avez des questions, vous avez la parole. Je remercie encore une fois Christophe, Sophie, Julien, Paul, et peut-être que j'en oublie, mais en tout cas pour la qualité du contenu qui a été produit, c'était très orienté recherche, mais le propos c'était de mettre en avant aussi que la recherche peut effectivement apporter un certain nombre de résultats qui sont largement à mettre en œuvre de façon très opérationnelle. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. On a encore 5 minutes techniquement. Et dans tous les cas, je vous remercie de votre participation. Il y en aura d'autres. Faites passer autour de vous. Et n'hésitez pas également à me contacter si vous avez un sujet, un thème que vous souhaiterez aborder. Voilà. Merci Christophe et merci à tous les participants et à vous spécialement parce que sans vous, ça ne pourrait pas se passer. On était, je crois qu'il y a 42 aujourd'hui. Je crois que ça nous fait 90% du début à la fin en 1 heure. C'est vraiment très bien. Voilà, donc merci à la qualité des auditeurs qui ont pu partager un contenu et merci à vous de votre temps. Voilà. Merci aussi à toi et puis à tous les auditeurs. C'est un plaisir d'être dans ce projet. Et merci à l'équipe. Merci Christophe, merci à tout le monde.